Une attaque au Mali contre le groupe Wagner, devinez qui est derrière cela? Certaines personnalités influentes ont accepté de participer à cette attaque. Tout en se vantant fièrement de la victoire des rebelles maliens, ils ont oublié que la terre pour laquelle ils se battaient appartenait à des Africains, ces Africains qui n'avaient rien à voir avec la guerre. Et ensuite, ils disent vouloir s'aligner avec l'Afrique, qu'ils sont pleinement engagés en faveur de l'avenir du continent. Mais comment peut-on leur faire confiance quand la source de votre douleur ne la reconnaît même pas? Est-ce un autre exemple de la brutalité et de l'hypocrisie occidentale? Peut-être. Est-ce que l'Occident pourra un jour être un peu plus humain? C'est censé être un processus démocratique, mais cela ne va pas se produire. Découvrons-le. Dans l'immensité impitoyable du désert du Sahara, près de la frontière algérienne, un conflit brutal s'est étendu sur 3 jours. Cet événement a marqué l'une des confrontations les plus intenses et les plus importantes de l'histoire malienne. Une coalition de séparatistes touaregs, unis sous le symbole du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement, CSPPSD, a remporté une victoire contre l'armée nationale malienne et ses alliés russes, dont les infâmes combattants du groupe Wagner. La bataille qui a éclaté dans le district de Tinzawatan était bien plus qu'un simple affrontement. Elle est devenue un symbole puissant de la lutte continue et profondément enracinée pour le contrôle, le pouvoir et l'autonomie dans une région depuis longtemps absorbée par le conflit et les troubles. Mais il y a quelque chose de plus derrière tout cela, quelque chose qui n'a rien à voir avec le Mali. À la fin, vous vous demanderez peut-être pourquoi le Mali a dû traverser cela. Alors restez avec nous jusqu'au bout. Il y a quelques jours à peine, la nouvelle est tombée que pas moins de 80 combattants du groupe Wagner avaient été tués et qu'une quinzaine d'autres avaient été capturés par un groupe conjoint de militants dans le nord du Mali. La question qui se pose ici est la suivante. Qu'est-ce qui a précipité l'éruption d'une bataille aussi intense à Tinzaouatine? La bataille de Tinzaouatine ne s'est pas produite en isolation. Elle était la conséquence inévitable de plusieurs années de tensions entre le gouvernement malien et les séparatistes touaregs. Le peuple touareg, un groupe ethnique avec une longue histoire de résistance et une quête d'indépendance, est en conflit avec le gouvernement malien depuis 2012, lorsqu'ils ont lancé une rébellion pour l'autonomie dans les régions nord du Mali. La situation est devenue de plus en plus complexe lorsque le colonel Assimi Goïta, qui a pris le pouvoir après un coup d'État en 2020, a expulsé les forces françaises du pays et a commencé à s'appuyer de plus en plus sur des mercenaires russes du groupe Wagner pour maintenir le contrôle. Les hostilités ont débuté un jeudi, avec des engagements à grande échelle entre l'armée malienne et les séparatistes touaregs dans le district éloigné et stratégiquement important de Tinzaouatine. Utilisant leur connaissance approfondie du terrain désertique, les touaregs ont lancé une attaque soigneusement coordonnée sur les positions maliennes. Leur tactique de guérilla, affinée au cours de décennies de conflits et de survie dans cet environnement aride, leur ont permis de prendre rapidement le contrôle de plusieurs points clés, surprenant les forces maliennes. En réponse, l'armée malienne, soutenue par les combattants du groupe Wagner, a tenté de contre-attaquer avec une puissance de feu écrasante, y compris le déploiement de soutien aérien. Cependant, les combattants touaregs, anticipant cette manœuvre stratégique, avaient positionné de manière stratégique des canons antiaériens, ce qui a conduit à la destruction d'un hélicoptère malien. Cette perte critique a marqué un tournant dans la bataille, car l'absence de soutien aérien a sévèrement limité la capacité de l'armée malienne à contrer les avancées des séparatistes de manière efficace. Au 3e jour, la bataille avait dégénéré en une confrontation à grande échelle, les deux camps subissant des pertes importantes. Néanmoins, les Touaregs ont réussi à s'emparer d'une quantité considérable d'équipements militaires et d'armement des forces maliennes, affaiblissant encore davantage leurs adversaires. Malgré leur confiance initiale, renforcée par la présence du soutien de Wagner, l'armée malienne s'est retrouvée dépassée et surclassée dans un terrain qui favorisait intrinsèquement les Touaregs. La victoire remportée par le CSPPSD, bien que coûteuse, fut décisive. 7 combattants Touaregs ont perdu la vie et 12 ont été blessés. Pourtant, les séparatistes ont réussi à expulser les forces maliennes du district, capturant des prisonniers et des ressources précieuses. Cette bataille, bien qu'elle représente un triomphe significatif pour les Touaregs, a également mis en évidence la volatilité persistante de la région et les défis redoutables auxquels le gouvernement malien est confronté pour maintenir le contrôle sur son vaste et difficile territoire. Mais était-ce vraiment à propos du Mali et des rebelles, ou y a-t-il d'autres figures derrière cela? Les gens attendent un soulagement. Oui, j'ai obtenu pour eux un plan de relance de 1,9 billion. Pas de désignation de coupable. Allons-y avec ce sur quoi la plupart des gens sont d'accord. Maintenant,
Tournons-nous vers une autre guerre, le conflit Russie-Ukraine. La guerre s'est déroulée dans un nouveau théâtre la semaine dernière, loin des territoires russes et ukrainiens. Le dernier affrontement Russie-Ukraine a eu lieu en Afrique, dans la nation ouest africaine du Mali. Ce n'était pas une guerre directe, c'était une bataille indirecte entre les services de renseignement ukrainiens et les mercenaires russes. Oui, vous avez bien entendu. Une fois de plus, l'Afrique a été utilisée comme un champ de bataille. Le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine est une lutte pour la souveraineté et l'influence régionale en Europe de l'Est. Cependant, les développements récents indiquent que ce conflit s'étend à de nouveaux théâtres inattendus à travers le monde, avec une portée bien au-delà de ses frontières géographiques d'origine. Un exemple particulièrement frappant de cette expansion est l'implication présumée des services de renseignement militaires ukrainiens dans une embuscade contre les combattants du groupe Wagner au Mali. Cet incident met en évidence non seulement l'intensification des efforts de l'Ukraine pour contrer l'influence russe à l'échelle mondiale, mais aussi la nature complexe et de plus en plus mondialisée des conflits contemporains. Les rebelles, armés d'armements avancés, y compris des drones et de l'artillerie lourde, ont infligé des pertes considérables aux combattants de Wagner, notamment la mort d'un commandant de premier plan, Sergei Shevchenko. Ces pertes, confirmées par une chaîne Telegram associée à la direction de Wagner, ont mis en lumière les défis redoutables d'opérer dans une région aussi volatile et imprévisible. La gravité de la défaite du groupe Wagner au Mali a immédiatement soulevé des questions sur la manière dont les forces rebelles avaient acquis une intelligence aussi précise et des capacités militaires avancées. La réponse, selon l'agence de renseignement GUR de l'Ukraine, est que les rebelles ont reçu des informations cruciales et plus que de simples informations, ce qui leur a permis de mener à bien cette embuscade hautement efficace. Cette révélation, faite par le porte-parole du GUR, Andriy Uzov, a été largement interprétée comme une reconnaissance de l'implication de l'Ukraine dans l'opération, bien qu'Uzov se soit abstenu de confirmer la présence directe de personnel militaire ukrainien au Mali. Les implications de cette déclaration étaient claires. L'Ukraine cherche activement à saper les intérêts russes à l'échelle mondiale, étendant sa portée stratégique bien au-delà des frontières de l'Europe. L'implication présumée de l'Ukraine dans l'embuscade représente une escalade significative dans son conflit en cours avec la Russie. En portant le combat en Afrique, l'Ukraine, de plus en plus alignée sur les intérêts stratégiques de l'OTAN, démontre sa volonté de s'engager dans une campagne plus large visant à affaiblir l'influence mondiale de la Russie. Le groupe Wagner, une société militaire privée étroitement liée à l'État russe, a joué un rôle clé dans le soutien de divers gouvernements à travers l'Afrique, y compris au Mali, dans leurs efforts pour stabiliser des régions en proie à des insurrections et à des menaces terroristes. Les actions de l'Ukraine au Mali sont donc perçues par de nombreux observateurs comme une tentative délibérée de perturber ces efforts de stabilisation et de contester le rôle de la Russie en tant qu'acteur majeur de la sécurité mondiale. Serhiy Kuzan, le directeur du Centre ukrainien pour la sécurité et la coopération à Kiev, a apporté un éclairage supplémentaire sur les intentions stratégiques de l'Ukraine. Il a révélé que l'objectif de ces opérations n'était pas seulement de soutenir les forces rebelles au Mali, mais aussi d'éliminer des combattants expérimentés du groupe Wagner qui avaient déjà servi dans le conflit en Ukraine. L'attitude agressive de l'Ukraine, soutenue par les renseignements et les ressources occidentaux, soulève des questions critiques, éthiques et juridiques sur la nature de telles opérations. L'utilisation de renseignements pour faciliter des attaques sur un sol étranger, en particulier dans des régions où la Russie est impliquée dans le maintien de l'ordre et de la sécurité, établit un précédent troublant dans les relations internationales. Cela suggère que le conflit entre la Russie et l'Ukraine n'est plus confiné à l'Europe, mais est exporté vers d'autres parties du monde, avec des conséquences potentiellement déstabilisantes pour la sécurité mondiale et la stabilité régionale. Ne pensez-vous pas que nous passons à côté de quelque chose ici? À la suite de l'embuscade contre le groupe Wagner au Mali, les médias occidentaux ont rapidement présenté l'événement comme un exemple de la résilience et de la force de l'Ukraine dans son conflit en cours avec la Russie. Les gros titres ont salué la capacité de l'Ukraine à étendre son influence bien au-delà de ses frontières, frappant les forces russes dans un pays lointain. Cependant, cette narration occulte souvent les aspects plus sombres et plus troublants de la situation, en particulier les violations des droits de l'homme qui ont eu lieu au Mali à la suite de cette intervention extérieure. Alors que les médias occidentaux célèbrent le succès tactique de l'Ukraine, ils ignorent en grande partie la souffrance et le chaos infligé au peuple malien. L'utilisation du Mali comme champ de bataille pour un conflit fondamentalement européen soulève de sérieuses questions éthiques. L'embuscade, bien qu'elle soit une victoire stratégique pour l'Ukraine, a eu un coût élevé pour la population locale. Des rapports sur des victimes civiles, des déplacements de population et une violence accrue ont émergé, mais ces éléments sont souvent relégués au second plan. La réalité sur le terrain est sombre. L'implication de puissances étrangères,
qu'il s'agisse de la Russie à travers Wagner ou des actions indirectes de l'Ukraine, a exacerbé les conflits existants au Mali. Les communautés locales, déjà aux prises avec les conséquences de longues insurrections et la négligence gouvernementale, se retrouvent maintenant prises dans le feu croisé d'une lutte de pouvoir mondial. La souffrance des civils maliens, qui n'ont aucun intérêt dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, est une conséquence directe de ces interventions extérieures. Pourtant, cet aspect est souvent minimisé ou ignoré dans la couverture médiatique occidentale, qui a tendance à se concentrer sur les implications géopolitiques plutôt que sur le coût humain. La question de la justification est primordiale. Comment peut-on justifier l'utilisation du Mali comme champ de bataille pour un conflit qui ne le concerne pas directement? Cela mérite une réflexion sérieuse, d'autant plus que cela met en lumière un schéma troublant dans les relations internationales. L'histoire de la colonisation est compréhensiblement très importante. Pour l'Afrique, c'est un passé douloureux et destructeur. Et les effets de la colonisation se font encore sentir aujourd'hui. Je ne parle pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan interpersonnel. En tant qu'Africains, nous ressentons la douleur de la colonisation chaque jour. Le manque de reconnaissance claire et forte de la douleur du continent à propos de ce passé destructeur entraîne du scepticisme. Et l'absence d'action visant à pousser davantage cette reconnaissance est également un problème majeur dans les relations actuelles entre la France et l'Afrique. En fait, l'ère de déni dans lequel la France choisit de s'installer est inconfortable, non seulement pour l'Afrique, mais aussi pour la France. Et cela ne fait de bien à aucune des deux parties. Historiquement, l'Afrique a souvent été utilisée comme un champ de bataille de substitution pour les conflits entre des nations plus puissantes. De la guerre froide à nos jours, les pays africains ont été exploités par des puissances extérieures qui mènent leur guerre loin de leurs propres frontières, épargnant ainsi à leur population les horreurs des conflits directs. Ce schéma est profondément problématique et reflète une mentalité coloniale qui traite les nations africaines comme de simples pions dans les jeux de pouvoir mondiaux. La décision d'utiliser le Mali comme champ de bataille n'a pas été prise par le peuple malien. Elle résulte d'une action géopolitique d'acteurs extérieurs motivés par leurs propres intérêts, plutôt que par le bien-être de la population locale. Le dilemme éthique est encore aggravé par la question de savoir pourquoi l'Occident choisit systématiquement de mener ses batailles sur des sols étrangers plutôt que sur ses propres territoires. Cela ne peut être qualifié que de racisme. Le racisme, mais le grand défenseur des droits de l'homme. Et cette hypocrisie n'est pas nouvelle. Un journaliste noir couvrant les manifestations est menotté et arrêté en direct à la télévision. Un journaliste blanc, rapportant des événements quelques rues plus loin, est traité avec politesse. Regardez ça, c'est l'Amérique de l'égalité. Je vais probablement être arrêté d'une minute à l'autre. Si le conflit avec la Russie est si crucial, pourquoi ne pas l'affronter directement sur le sol européen? Pourquoi les pays africains, déjà accablés par leur propre lutte, doivent-ils porter le poids d'un conflit qui n'a aucun lien direct avec eux? La réponse réside dans le concept de guerre par procuration, où les nations puissantes déchargent les coûts et les conséquences de leurs conflits sur des régions plus faibles et moins stables. Cette approche leur permet de mener la guerre sans subir les conséquences directes, telles que la destruction, les pertes civiles et la perturbation économique, au sein de leur propre territoire. C'est une forme d'exploitation qui privilégie les intérêts stratégiques des puissants au détriment des droits et du bien-être des populations affectées. En janvier 2019, l'Irak, un pays que l'Amérique a exploité pendant des décennies, a été frappé par des manifestations violentes. La Maison-Blanche a condamné la violence meurtrière et a exhorté le gouvernement irakien, écoutez bien, à faire preuve de la plus grande retenue. Et très récemment, New Delhi a été secoué par des violences après des mois de manifestations. Savez-vous ce que les États-Unis ont fait? La Commission américaine sur la liberté religieuse internationale, USIRF, un organe du gouvernement américain, a déclaré que le laïcisme en Inde était mort. Ils ont rétrogradé l'Inde au rang le plus bas possible dans l'indice des droits de l'homme. L'Inde a été placée dans la même catégorie que les régimes les plus secrets et les plus autoritaires que le monde ait connus, la Corée du Nord, la Chine et le Pakistan. L'USIRF a même recommandé des sanctions contre l'Inde. Que recommanderait cet organe contre l'Amérique aujourd'hui? Dans quelle catégorie placerait-elle les États-Unis pour le meurtre en plein jour d'un homme noir? C'était le passé, et l'Occident est devenu encore pire aujourd'hui. En menant des guerres par procuration, les puissances occidentales maintiennent leur stabilité et leur prospérité au détriment des autres. Cette pratique n'est pas seulement contraire à l'éthique, mais aussi contre-productive à long terme. Elle engendre du ressentiment, alimente le sentiment anti-occidental et contribue au cycle d'instabilité et de violence qui frappe de nombreuses régions du monde, y compris l'Afrique. Réfléchissez La situation au Mali et la tendance plus large à utiliser les nations africaines comme terrain de bataille pour des conflits extérieurs appellent à une réévaluation des pratiques internationales. Il doit y avoir une plus grande responsabilité pour les actions des puissances étrangères dans ces régions,
en particulier lorsque ces actions entraînent des violations des droits de l'homme et la souffrance de civils innocents. Quant aux États-Unis, ils se sont toujours vantés de se considérer comme une société libre, exempte de l'inégalité et de la discrimination qui existent dans le reste du monde. L'Amérique s'est autoproclamée le gendarme du monde et a infligé des punitions aux autres pour des abus réels ou exagérés. Elle a envahi des pays, attaquer des pays pour, disait-elle, défendre la démocratie et les droits de l'homme. Elle a adopté des résolutions contre les autres. Elle s'est mêlée des affaires de tout le monde, tout en se présentant comme un phare des droits de l'homme. Eh bien, le masque est tombé une fois de plus. Laissez-moi vous expliquer avec des exemples. En juillet 2018, le peuple du Nicaragua est descendu dans la rue pour réclamer des réformes démocratiques. La Maison-Blanche a été la première à condamner ce qu'elle a appelé des violations des droits de l'homme par le régime de Daniel Ortega. Les médias occidentaux, les gouvernements et les organisations internationales doivent reconnaître le coût humain de ces interventions et assumer la responsabilité de leur rôle dans la perpétuation de la violence dans des régions comme le Mali. Au lieu de célébrer des victoires tactiques obtenues au détriment des autres, il devrait y avoir un accent sur la promotion d'une véritable paix et stabilité, en respectant la souveraineté de toutes les nations, et en s'assurant qu'aucun pays ne soit utilisé comme un pion dans un conflit qui ne sert pas ses intérêts. Au-delà de l'Europe, certains craignent que la politique étrangère de la Russie envers l'Afrique ne crée un nouveau risque de sécurité pour l'OTAN. Alors, la Russie était-elle vraiment une menace? Pourquoi l'Occident a-t-il soutenu l'attaque de l'Ukraine au Mali? Qui est vraiment injuste ici? Pensez-vous que l'Occident devrait être autorisé à faire tout cela? La communauté internationale ne va-t-elle pas réagir maintenant? Faites-nous savoir dans la section des commentaires ce que vous pensez qu'il faudrait faire maintenant. Vous voulez regarder plus de vidéos comme celle-ci? Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de produire des vidéos sur des sujets dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci d'avoir regardé, et jusqu'à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.